À Saint-Sébastien, j'ai vu tous les sites curieux. J'ai monté jusqu'au fort d'où l'on découvre les deux beautés les plus imposantes de la nature, la mer et les montagnes. Je comptais retourner le même jour avec un ami, la marée, qui m'était presque avec le fort de passage. M'ont empêché et m'a obligé à se coucher, de coucher à Saint-Sébastien. J'ai tremblé sans cesse d'être reconnu lorsqu'une musique guerrière arriva jusque sous mes fenêtres, accompagnée de Pablo et de plusieurs personnes portant des transparents. Ma terreur fut des plus grandes. Je me disposais déjà à nier mon rang et mon âme. Heureusement, le cortège s'éloigna. C'était la retraite du régiment qui se faisait toujours avec pompe et j'en fus quitte peu la peur. Le lendemain, malgré la pluie, je remontai à cheval et repris la route par laquelle j'étais venu. À peine étais-je parti qu'un courrier porta la nouvelle de mon séjour à Saint-Sébastien et l'autre peu les autorités de me recevoir avec éclat. Je n'échappais que d'une heure à temps d'embarras et je m'en félicité. Je continuai ma route tranquillement, escorté des hommes que nous avions loué leurs chevaux à Huron. À l'entrée d'un bois, un de ces hommes me fit remarquer en essai mauvais français un pont tout peu de jours avant des voleurs qui, festéant les pays, avaient précipité le cadavre d'un homme assassiné. La nuit, lui, demandai-je. Non, plaît-je, me dit-il. La troupe était si considérable que les régiments du roi ont été forcés de marcher et malgré cela, on y, et ceci donc très souvent, j'ai senti pour la première fois l'imprudence de mon voyage. Monsieur de Bouchepont, qui n'avait osé s'opposer, se croyait responsable de ma vie et dans son inquiétude, il n'avait pas eu faire la bouche depuis notre départ. Je le regardais, il était pâle et semblait se venait autant des gens que nous accompagnions que des valeurs dont ils parlaient. Il est vrai qu'ils avaient des figures effroyables et l'argent que nous voyions sans cesse donné aux pauvres sur la route pouvait leur faire naître l'idée de nous dépouiller. J'examinais aussi silence ce bois peu fréquenté, ce visage sinistre, et j'essayais mon cheval sans m'en occuper. Lorsqu'il lui prit la fantaisie de se battre avec celui d'un muletier, ils se cabreront tous les deux. Et le mien me jeta par terre. Je me sentais au milieu de la bataille. Heureusement, j'ai lâché la bride de mon cheval car je l'aurais attiré sur moi. La frayeur de Madame de Broc et celle de Monsieur de Bouchepont furent extrêmes. Je m'empressai de les rassurer. Je n'étais ni blessé, ni ému, et ne fus occupé que de leur effroi. J'ai remonté sur mon pellicule et j'arrivais à Fontarabie où j'ai fait encore quelques dessins et retrouvé ma grande voiture avec les mules qui me ramèneront d'une vitesse incroyable à Bayonne. J'ai remarqué dans l'auberge plus de soins et de prévenance. Le général espagnol qui avait envoyé trahir mon incognito à Saint-Sébastien était sur l'escalier pour me voir passer. L'aubergiste venu s'excuser de nous avoir si mal logés. J'ai vu que nous n'avions plus qu'à partir. Les linges que nous avions donnés en allant prendre un bain étaient marqués d'une H. couronné. Il n'en fallait pas davantage pour nous faire reconnaître. Et monsieur de Castellane, qui s'attachait toujours mais pas, avait envoyé son secrétaire jusqu'à Bayonne s'informer s'il était bien vrai que je peux passer de lui pour lui s'il lui avait par le trahi mon incognito. Je ne lui cachai pas lorsque je l'ai vu en repassant à peau. Combien sa manière d'être me fait de plus, je ne pouvais être touchée que de me voir traiter selon mes désirs. Je savais ce qui me
position réclamée, et je lui dis que je vais espérer de son bon goût qu'il voudrait m'oublier pour me plaire. Mais un homme dont la vanité est blessée parce qu'il s'était trop vanté de me recevoir chez lui et de m'accompagner dans mes voyages, il s'est trouvé piqué d'avoir avancé un fait faux. Il se défendit mal et m'ont voulu longtemps de lui avoir fait jouer un sautron, disait-il. Le préfet de Tarbes, qui n'était pas homme de l'ancienne cour, fut beaucoup plus discret et je n'eus qu'à m'en louer. Mon mari m'attendait à Toulouse pour retourner avec Louis à Paris. Je me trouvais si bien de mes courses solitaires que je le priais de me devancer et de me laisser encore seul quelque temps dans mes montagnes, que je me réunirai à Louis à Paris. En attendant sa réponse, j'ai désiré voir la cascade de Gavarnie et les eaux de Barège. Les préfets arriveront à la nouvelle de mon prompt départ et M. de Castellane m'amena le cheval qui m'avait dressé. La famille Saint-Simon voulut aussi m'accompagner. L'idée d'admirer une belle nature avec tout ce monde me déplaisait. Ne voulant désobliger personne, j'envoyais toute ma maison pour les accompagner par le route ordinaire et je leur donnais rendez-vous à la cascade. Pour moi, à 3 heures du matin, je partis avec Madame de Broc et Monsieur Tiernon, peintre attaché à mon mari, un guide qui nous promettait le passage, puisqu'il avait déjà franchi en chassant les Hurs et les Isards au Chamois et 8 à 10 hommes du pays, mais qui n'avions jamais pénétré si loin. Nous traversâmes les glaciers d'Auvigne-à-Mal. Les difficultés se trouveront plus grandes que je n'avais pu l'imaginer. Qu'on se figure des rochers inaccessibles aux montagnes alpiques si élevées que la respiration manque à chaque instant. Aucune végétation, aucune trace d'êtres humains que vous ayons devancés là. Les glaciers tonnellent, laissant entrevoir la profondeur par des crevasses qui découvront à chaque pas un abîme immense. Une fois arrivé au sommet du pic, après tant de fatigue, on n'est pas récompensé de sa peine. On n'aperçoit que des milliers d'autres pics, la brèche des Rollins, le cercle de Gavarnie, bien au-dessus de soi. La seule jouissance que les murs propres puissent s'en retirer est de se dire que tout le monde ne peut arriver là. J'ai m'étonné d'une si audacieuse entreprise uniquement pour éviter une société et les cérémonies de quelques préfets. En redescendant, nous nous laissâmes glisser avec nos crampons sur la glace, mais on le sentait souvent fléchir. Les torrents étaient au-dessus. Il fallait quitter cette vallée de glace pour retourner dans une autre et remonter les rochers où plusieurs fois nous fûmes forcés de nous faire iser avec des cordes. Nos guides s'appelaient lorsque l'un d'eux avait reconnu un passage praticable. Je m'arrêtai un instant et disais à Adèle: n'avons-nous pas l'air de nous sauver d'une prison affreuse et au risque de notre vie de chercher la liberté? Elle en convint et paraissait si fatiguée que j'en fus inquiète. Mais j'aperçus le peintre qui je vais mener, croyant le faire jouir de la belle nature dans un état digne de pitié. Il était appuyé sur deux de nos montagnards. La lassitude et le découragement étaient marqués dans tous ses traits. « Mesdames, me dit-il, si je devais recommencer ce voyage, je préférerais être fusillé à l'instant. Pour moi, la force que j'ai trouvée dans mes nerfs était incroyable et surnaturelle. Mais tant de fatigue jointe à tant de peine morale devaient bientôt détruire une santé qui semblait inaltérable. Le moment où nous retrouvâmes les vertus fut une véritable jouissance. Nous arrivâmes à 6 heures de soir à l'auberge de Gavarnie. La peintre se coucha.
J'ai fait encore 2 ou 3 dessins et les soirs, en me promenant avec Adèle dans le petit village, je m'arrêtais chez un homme qui préparait un feu d'artifice qu'on me dessinait. Je fus enchantée d'avoir évité ces apparences de fête et des choix et ne regrettais plus ma fatigue. Le lendemain, j'admirais des prix et encore seule la cascade de Gavarnie, placée dans une cercle encore plus admirable. Je la quittai lorsque toute la société arriva. Je me décidai néanmoins à attendre peu le souper à son sauveur et crois que cette grande réunion m'était plu parce qu'elle me faisait toujours mal. J'ai pris beaucoup sur moi et après avoir posé la première pierre d'un pont qu'on établissait sur la gravie qui porte encore mon nom, je me rendis le lendemain des Saint-Sauveur, à côté un cœur à la montagne, et je partis à la pointure avec Madame de Broc et laissant toutes les autorités endormies, ce qu'elles ne m'ont sont toutes pas pardonné, et j'avoue que je vais tard. Il faut savoir supporter les inconvénients de sa position. Peut-être avais-je une excuse dans ce besoin de calme et de solitude que j'ai déjà expliqué.